grand oral des grandes gueules. Le professeur Perron, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Bonjour, professeur. Bonjour. On vous reçoit quelques mois après la sortie. Votre livre qui a cartonné, y a-t-il eu une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Vous avez été surpris par ce succès? Oui, j'étais surpris bien sûr, mais ce qui m'affole aujourd'hui, c'est que j'avais listé un nombre d'erreurs pensant qu'ils avaient tout commis, mais il y a encore des erreurs qu'ils continuent de commettre. J'ai de quoi écrire un deuxième tome et c'est ça qui m'affole. Lesquelles? Quelles sont les erreurs commises en ce moment? Aujourd'hui, nous faire croire que l'épidémie progresse partout dans le monde alors que c'est faux, que l'épidémie régresse, que le virus a perdu de sa virulence, que la mortalité dans le monde entier est en train de baisser. En France, on est passé à moins de 10 décès par jour. On a eu un petit pic à un peu moins de 20 décès ces dernières semaines parce que tout le monde s'était rebrassé dans la population avec les vacances, mais ça repart à la baisse. Il y a quelques cas hospitalisés, c'est clair, j'en ai dans mon service, mais ils sont des cas moins sévères qu'il y a 3-4 mois. Donc on voit que le virus perd de sa virulence. Attends, pardon, je vous interromps là-dessus parce que c'est important. Le virus perd de sa virulence. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est démontré ça scientifiquement? Il y a des scientifiques qui ont montré que c'est le génome, c'est les acides nucléiques qui composent le virus. Ils ont perdu certaines souches de virus ont perdu une partie de ce génome et du coup il a l'air d'être moins virulent. Alors maintenant, la plupart des cas qu'on voit, c'est des sujets jeunes en bonne santé qui ont très peu de symptômes. Il y a toujours quelques personnes très âgées qui font des formes un peu sévères, mais moins sévères qu'avant. Il y a encore quelques passages en réanimation, ça c'est vrai. Mais à moins de 10 décès par jour en France, c'est pas plus que n'importe quel virus respiratoire chaque année. Et là, on est en train de confiner tous les Français. C'est pas un vrai confinement avoué, mais on peut plus sortir dans la rue sans un masque. Moi, je suis venu sur mon scooter avec mon casque intégral. Il fallait presque que j'ai le masque sous le casque intégral. On est en plein délire. C'est un délire, c'est un délire. Ah, pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que c'est pas par qui? Par Big Pharma, je pense, et puis aussi les politiciens peut-être intéressent qu'il n'y ait plus de rassemblements dans la rue au mois de septembre-octobre alors qu'il y avait des grandes manifestations annoncées, parce que là, la police va pouvoir réprimer tout rassemblement. On l'a vu ces derniers jours. Tout ça est instrumentalisé. Vous savez quoi? On va tout de suite vous dire, vous êtes complotiste, professeur Perron. Je m'en moque, parce que les gens qui disent que je suis complotiste, c'est les gens qui n'ont pas d'argument contre moi. Vous savez, on a dit que dans mon livre, j'avais diffamé, que j'avais été contre code de déontologie. J'ai jamais diffamé, j'ai fait aucune affirmation non déontologique. Et d'ailleurs, j'ai aucune attaque. Si j'avais diffamé, l'Élysée m'aurait déjà attaqué en diffamation. Donc moi, je suis très tranquille parce que je dis la vérité. La vérité, elle dérange, c'est tout. Mais là, on veut nous protéger de la rentrée, quand on va tous revenir en entreprise, quand les familles vont se retrouver, avec l'automne qui va arriver, on va davantage rester chez soi. C'est pour ça qu'on prend moult précautions pour éviter que ça reflambe, ça reparte, professeur Perron. J'ai toujours le même discours depuis le début. Quand il fallait confiner de façon ciblée, confiner les personnes fragiles. Là, qu'il faille mettre sous haute surveillance les EHPAD, éventuellement, pourquoi pas. S'il y a un cas dans une EHPAD, qu'on puisse faire les tests et isoler, et puis traiter avec... Parce qu'on sait qu'hydroxychloroquine, azithromycine, maintenant c'est largement démontré avec toutes les études récentes, ça marche très bien, qu'on puisse traiter tout de suite les patients. Mais faire ces tests, vous vous rendez compte que le ministre a annoncé qu'il allait faire 1 million de tests par semaine, mais c'est du grand délire, parce que les tests PCR ont 3% de faux positifs. C'est des données scientifiques, ça a toujours été le cas avec les PCR. Donc quand vous testez 1 million de personnes qui ne demandent rien, s'ils demandent parce qu'ils font la queue, on ne sait pas pourquoi, alors qu'ils n'ont pas de symptômes, vous allez trouver 3000 soi-disant malades qui ne sont pas du tout malades, qui sont des faux positifs. Et le gouvernement va se réjouir en disant, regardez, l'épidémie continue. Et si vous comparez tous les continents, aux États-Unis, au Canada, ils ne recommandent pas de se tester. D'ailleurs, on voit l'épidémie se casse la figure. En Asie, pareil. En Afrique, pareil. Il n'y a plus beaucoup de cas. Et en Europe, l'Union européenne encourage... Et alors, je n'ai pas vérifié, mais il paraît qu'il y a même des encouragements financiers dans certains pays pour déclarer un maximum de tests. Et c'est une fausse épidémie de faux résultats dus à l'erreur du test diagnostic qui n'est pas parfait. Après, il y avait des vrais cas qui sont diagnostiqués, je reconnais. L'épidémie n'est pas complètement terminée. Mais... parce qu'un petit jeune qui a une bronchite et qu'on lui dit votre test est positif, c'est important parce que si vraiment il a un cas, on peut dépister autour. Mais ces tests doivent être ciblés. Faut arrêter de les faire comme ça on voit les gens faire de la queue. Moi, je connais des gens, ils ont fait des tests depuis quelque temps, chaque semaine, parce que c'est gratuit.
le test devrait être remis sur prescription médicale dans des cas où c'est logique. Oui, mais attends, pardon, c'est-à-dire que vous dites, si on n'a pas de symptômes, ça sert à rien d'aller se faire tester. Sauf si on est en contact avec un cas, Oui, qu'on est bien une sûr. personne fragile, là c'est tout à fait justifié. Parce que un test qui a 3% de faux positifs, si vous testez des gens qui ont des symptômes, qui sont à haut risque d'avoir, ou des gens dans l'entourage, si vous avez de temps en temps sur 100 personnes testées, 2-3 cas qui sont pas, où le test n'est pas très fiable, c'est pas très grave, parce que là vous testez une population ciblée. Si vous faites ça en population générale chez les gens en parfaite santé, vous aurez toujours 3% de faux positifs, quoi qu'il arrive. Alors, une question avant que Isabelle, Didier et Charles ne vous le dites, ne vous posent aussi des questions. Vous dites c'est Big Pharma qui est derrière tout ça. Mais Big Pharma, c'est qui, c'est quoi et pourquoi? Quel est le but? Parce qu'on va vous vendre un vaccin qui aujourd'hui, ils ont quand même investi des milliards là-dedans. Et quand je dis ils, c'est toute l'Union européenne et certains pays riches qui ont investi des milliards. Et les fabricants de vaccins, c'est que les 5 fabricants sont déjà partagés les 7 milliards d'individus de la planète pour se partager le marché. Ils veulent des centaines de milliards de retours sur investissement. Donc, la logique globale, c'est de vous faire peur, de vous dire l'épidémie est toujours là, attention, ça tue. Alors ça tue, oui, ça tue de temps en temps des personnes fragiles qu'on pourrait traiter à l'hydroxychloroquine, mais on préfère pas les traiter. Mais il y a moins de 10 décès aujourd'hui en France par jour. Vous défendez encore l'hydroxychloroquine? Mais bien sûr, mais l'hydroxychloroquine, c'est archi prouvé. L'étude qui est sortie récemment, la soi-disant méta-analyse, c'est un scandale, parce que quand on regarde, ils ont pris 800 études publiées, ils en ont retenu 29, ils ont éliminé toutes les études qui les arrangeaient pas. Et quand on regarde, c'est des étudiants qui ont fait ça, c'est des étudiants en thèse, dont un interne de médecine qui est l'élève de Yazdan Pana, qui est un interne de Bichat, qui travaille actuellement à l'Imperial College. Et l'Imperial College a été financé par Bill Gates pour dire que la pandémie allait être catastrophique et d'avoir 500 000 morts en Grande-Bretagne. Et dans l'article, c'est une faute grave. Dans l'article, c'est marqué conflit d'intérêt, pas de conflit d'intérêt personnel ou institutionnel. C'est même pas mentionné qu'un des auteurs travaille à l'Imperial College. Donc là, c'est très grave. Alors, question, Charles Consigny, Isabelle Sapin. Non, je trouve édifiant ce que nous raconte le professeur Perron. Moi, je pense en effet qu'il faudra élucider dans quelques mois tout ce qui se tramait en coulisses dans les interventions des uns et des autres. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais l'influence de ce laboratoire Gilead, par exemple, dont moi on me parle depuis le mois de mars dernier déjà, c'est quelque chose qui n'est pas élucidé. Les praticiens qui étaient financés par ce laboratoire, c'est quelque chose qui n'est pas élucidé. Ils n'ont pas clarifié aujourd'hui leur lien avec ce laboratoire. Il y a en effet beaucoup de gens qui disent que la chloroquine les a soignés. Alors après, comme c'est une maladie dont on se soigne un peu soi-même, oui, on guérit tout seul. Il y a toujours le même problème. C'est un peu comme l'homéopathie. Bon. Mais il n'empêche que ça n'est pas élucidé. Et il y a une donnée qui est objective, c'est le nombre de personnes en réanimation. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut pas être truqué. Et ce chiffre, vous m'arrêtez si je me trompe, il est autour de 400 depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois déjà. Donc, j'ai tendance à souscrire à ce que dit, sans être aussi compétent que lui dans ce domaine, à ce que dit le professeur Perron, et je pense que ce serait bien, pourquoi pas, par exemple, faire une commission d'enquête parlementaire ou autre enquête, puisque des plaintes sont déposées. Mais bon, il ne faut pas compter beaucoup sur la Cour de justice de la République pour condamner qui que ce soit. C'est une juridiction qui est faite sur mesure pour que l'impunité règne. Je pense qu'il faut élucider le rôle de chacun et les influences qui se trament en coulisses, oui. Je voudrais juste rebondir là-dessus, parce que les gens aient des conflits d'intérêts, que ça favorise des bénéfices financiers, à la limite, je dirais, bon, c'est comme ça a toujours été, c'est pas trop grave. Mais là, il y a des morts en jeu. Quand vous voyez l'étude frauduleuse du Lancet de M. Merak, qui a publié ça il y a quelque temps, si vous regardez, ça a été publié, toutes les statistiques du monde entier, plein de pays qui prescrivaient de façon massive l'hydroxychloroquine, la mortalité est en train de baisser, ils avaient d'excellentes statistiques. Quand les médecins de ces pays ont lu l'article du Lancet, qui était une revue très prestigieuse, ils ont dit, finalement on se trompe, ils ont arrêté de prescrire pendant plusieurs semaines. On a vu un pic de mortalité dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde, l'effet MERA, Lancet. C'est-à-dire que la publication du Lancet a été responsable
d'un nombre incalculable de morts dans le monde entier. Donc c'est très grave. On ne peut pas jouer comme ça avec la vie. Il faudra que ces gens-là, un jour, rendent compte devant l'humanité, parce qu'il s'est passé des choses extrêmement graves. Isabelle Saporta. Sur la chloroquine, vous faites comme si toutes les études vous donnaient raison. Or, en ce moment, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que toutes les études récentes qui sont sorties ont tendance à dire que la chloroquine n'est pas utile. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'il y a eu des millions de morts, mais voilà. Après, vous parlez des pays qui l'utilisent encore, et ce sont souvent des pays pauvres, où il n'y a pas de système de santé, et on voit bien que finalement, dans un pays où tu n'as pas de système de santé, où il est impossible de faire de la distanciation sociale, effectivement, tu essayes tout ce que tu peux essayer, notamment un médicament dont vous avez raison de faire remarquer qu'il n'est pas cher, alors que effectivement des médicaments comme des antiviraux comme le Remdesivir qu'on nous a tous survendus, qui sont hyper chers, ne fonctionnent en tout cas pas plus que la chloroquine. Je voulais vous interroger juste sur ces 2 publications que vous aviez faites sur les tisanes d'Artemisia et qui ont été dépubliées. Est-ce que vous pourriez nous expliquer oui, là, ce je suis qui très s'est content que passé vous posiez la question, parce que là, j'ai été victime du même lobby. Quand on a montré que l'Artemisia marchait, une étude randomisée sur plus de 1000 patients sur le paludisme et une autre sur la schistosomiase, qu'on appelle aussi bilharziose, c'était imparable. La tisane marchait mieux que le médicament officiel. Ça a suscité une colère monstre de Bill Gates, de l'OMS, parce qu'ils voulaient absolument promouvoir un vaccin pour le paludisme qu'ils n'arrivent pas à fabriquer depuis 20 ans. Et on a été victime, vous ne pouvez pas savoir, d'une cabale terrible. Et nous, on a reconnu, on avait eu très peu d'argent pour faire cette étude qui était faite dans des conditions difficiles, avec une situation politique instable dans la République démocratique du Congo. On a reconnu nous-mêmes qu'il y avait quelques imperfections dans la base de données, parce que les dispensaires avaient arrondi les chiffres quand ils comptaient les parasites dans les globules. Et même, on était tellement, je dirais, honnête et naïf qu'on a donné notre base de données à nos détracteurs en disant, regardez, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et ils ont pris prétexte qu'il y avait quelques imperfections pour harceler le journal quasiment tous les jours depuis 1 an et demi pour exiger la rétraction. Il y avait des lobbies très puissants derrière. Donc cette rétraction, j'en suis très fier, parce que on a montré à l'Afrique que l'Artemisia marchait. Toute l'Afrique, dans la plupart des pays, ont adopté ce traitement. Ça marche. Partout où il y a l'Artemisia, le palu est en train de régresser. Et même des instituts prestigieux comme l'Institut Pasteur, l'Institut Max Planck ont repris nos études, ont confirmé que ça marchait au laboratoire. Ils sont en train de mener des études pour confirmer ce qu'on a dit. Donc cette rétraction est un exemple de l'influence de Big Pharma. Mais pardonnez-moi, mais par exemple, quand vous aviez dit sur la maladie de Lyme, parce que vous êtes un spécialiste de ces questions-là, que ça avait été créé en laboratoire par un ancien nazi, est-ce que vous n'avez pas l'impression de verser quand même souvent dans des thèses un peu complotistes? Pas du tout, et je suis fier d'être complotiste dans ce cas-là, parce qu'il y a un livre qui a été publié par Madame Chris Newby de l'Université de Stanford, qui a eu les archives de Willy Burgdorfer, et qui décrit dans son livre, parce qu'elle a eu les archives du laboratoire, parce que Willy Burgdorfer, avant de mourir, il avait eu des remords à la fin de sa carrière, ne voulait pas que toutes ces archives soient brûlées. Elle l'a publié. Et je vous rappelle que la Chambre des représentants des États-Unis, l'année dernière, a demandé au Pentagone de rendre des comptes là-dessus. Donc il y a des choses publiées, scientifiques. C'est pas moi qui invente toutes ces histoires. Et je voulais revenir sur la chloroquine. Vous avez dit, toutes les études maintenant montrent que ça marche pas. C'est totalement faux. C'est l'inverse. Regardez les études au Bangladesh, les études en Italie, les études à New York. Sur des milliers de patients, ça marche à 95-98% dans certains cas. Les études qui disent que ça marche pas, c'est la fameuse analyse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une étude bidon, où ils ont écarté toutes les études qui marchaient pour dire que ça marchait pas. Et c'est des études sous influence. Et on en aura encore, je suis pas inquiet. Mais pour aller au-delà des études, là, simplement sur ce qui va être le quotidien des Français, le masque en entreprise, le masque à l'école, est-ce que c'est quand même une bonne chose pour se protéger ou protéger même les plus fragiles? Il n'y a plus d'épidémie. C'est compliqué de dire qu'il n'y a plus d'épidémie. Il y a encore un petit peu de circulation du virus, mais les sujets jeunes qui font de la maladie, je préfère qu'ils se contaminent entre eux, qu'ils soient immunisés. Après, il faut protéger les personnes fragiles. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien du tout. Mais vous imaginez un prof dans une classe avec ses élèves, à partir des préadolescents et des adolescents, porter le masque tous les jours, non-stop, pendant des heures, alors qu'ils vont aller jouer après dans la cour de récré, ils vont se toucher. Si jamais il y avait un virus dans la classe, ils vont se contaminer en touchant des objets. Ça n'a, pour moi, strictement aucun sens. Il faut que, soit à l'école, soit à l'entreprise, on dise toute personne qui a le rhume, la grippe, un peu de fièvre, une consigne très forte, restez chez vous, faites-vous tester, là c'est logique. Et puis, éventuellement, s'il y a un cas positif, on détecte autour des cas, mais on fait ça de façon ciblée, pas de façon généralisée comme ça. Professeur Perron, je veux bien, vous dites ça, mais d'autres médecins disent le contraire. Par exemple, notre médecin ici dans les Grandes Gueules, Dr Marty, fait partie des médecins qui ont demandé le port du masque dès l'âge de 6 ans.
Moi, je ne vois pas la justification scientifique à tout ça. Ça me paraît aberrant. Et on fera les comptes dans quelques temps. Mais là, De toute façon, on les accusera jamais d'en avoir trop fait. Voilà. Mais honnêtement, il faut quand même que des décisions qui sont prises soient faites de façon justifiée. Moi, j'ai hurlé au début, quand il y avait une plaie d'épidémie, il y avait beaucoup de morts chez les personnes fragiles, heureusement pas les sujets en bonne santé, mais il y avait comme au pic de l'épidémie, on n'avait pas de masque. Et moi, je trouvais ça scandaleux. J'étais même pour le port du masque un petit peu généralisé s'il fallait pendant quelques temps. C'était normal. Mais aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt. Oui, mais on veut éviter le retour de ce pic, la fameuse... Mais il n'y en a plus de retour. On a aussi Attendez, des pour qu'il y ait masques sur les bras, quoi. pour qu'il y ait une deuxième vague, il faut que le virus mute et devienne plus virulent. Ouais, Voilà. Ce qui, dans l'histoire, est totalement exceptionnel. Parce que la deuxième vague de la grippe espagnole de 1916... Maintenant, les autopsies faites a posteriori ont montré que les gens n'étaient pas morts du virus, mais de surinfection bactérienne, parce qu'on n'avait pas d'antibiotiques à l'époque. Donc, moi, je veux bien. Peut-être qu'il y aura une deuxième vague, personne n'en sait rien. Et s'il y a une deuxième vague, je suis prêt à dire l'inverse de ce que je dis aujourd'hui. On y va, on met des masques partout, on teste tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Le virus perd de sa virulence partout. C'est les statistiques. Regardez, la France a eu une létalité à 18,5% début juillet. Au mois d'août, c'était tombé à 15,5%. Partout, ça baisse. Donc c'est pas moi qui l'invente. Moi, je me repose sur les chiffres de Santé publique France et les chiffres internationaux du Johns Hopkins Hospital, etc. Des chiffres d'ailleurs qu'on ne publie plus tous les soirs à 19h. On va avoir une publication hebdomadaire maintenant de Monsieur Véran. A un peu disparu. Moi, j'aimerais votre ami, professeur. Tu aimerais être son ami? Non, Sur Facebook. je voulais pas postillonner. Non, je voulais votre avis. Est-ce qu'il y a des risques qu'on ait le Covid-22, qu'on ait le Covid-24, et est-ce que les changements climatiques et la fonte du permafrost, c'est demain pour l'humanité des vrais risques, d'autres saloperies qui traînent. Peut-être. Je suis pas sûr que ce virus soit lié forcément aux problèmes écologiques, mais oui. C'est peut-être raison sur d'autres microbes qui vont peut-être profiter de la situation. Mais pour l'instant, vous savez, dans toute l'histoire des épidémies, je ne parle pas des virus, des bactéries qui sont habitués à l'homme depuis des décennies où ils ne bougent pas trop. Mais quand vous avez un virus tout neuf qui attaque la population mondiale, comme c'était le cas, c'est un virus nouveau, il est toujours très méchant au début et après il baisse de virulence. On a eu la même chose quand la syphilis est tombée en Europe il y a quelques siècles. La syphilis, à l'époque, tuait les gens. Ça a décimé une partie de... Après, la syphilis est devenue une maladie chronique qui n'a plus tué, sauf très tardivement. Et ça, c'est une constante. Et là, on voit, et ça se confirme, on voit le virus... Oui, la mutation du virus qui se réactive parce qu'il retrouve un bout d'ADN, c'est toujours possible. Et moi, je ne dis pas que c'est impossible. Et si c'est possible, je dirais on change de braquet, on retourne sur des mesures coercitives. À ce moment-là, ça serait justifié. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas justifié. On en fait trop. Aujourd'hui, il a perdu un tôt, bout de son ADN. Comment ? Oui, apparemment, c'est pas moi qui dis. Il y a des virologues qui ont dit qu'il y a beaucoup de souches qui circulent. Mais il y a des souches qui ont perdu déjà des bouts d'ARN. Donc on pourrait, si je suis votre raisonnement, on pourrait recommencer à aller largement au théâtre, au restaurant, recommencer les fêtes de famille, parce que vous avez entendu ce qu'a dit Jean Castex la semaine dernière, le Premier ministre, il a dit éviter les fêtes de famille, que les grands-parents évitent d'aller chercher les enfants, on pourrait retourner au stade peut-être en étant masqués, enfin on pourrait reprendre nos vies. Alors, il faut peut-être être prudent dans les espaces clos, qu'on garde encore dans certains cas des mesures de précaution, je suis d'accord, mais à l'air libre, franchement, je vois pas l'intérêt. Moi, je vois des gens là qui se promènent tout seuls sur la plage, ils sont verbalisés parce que ils n'ont pas de masque. C'est complètement délirant ça. Mais pourquoi il y a cette peur? C'est la peur de quoi? De se faire attaquer en justice derrière? C'est là, c'est une peur qui est organisée, je vous disais, à mon avis, pour des raisons politiques et puis de profit de l'industrie. Économique derrière. Économique, bien sûr. C'est-à-dire que le vaccin, des laboratoires pharmaceutiques. Regardez, l'Union européenne a quand même investi des milliards dans le vaccin. Donc l'Union européenne, elle n'investit pas comme ça. Le vaccin, on l'a toujours pas trouvé. Est-ce qu'on trouvera un jour? Est-ce qu'il faudra le rendre obligatoire? Parce qu'il y aura un débat là-dessus. Là, ce serait, à mon avis, totalement déraisonnable de rendre obligatoire un vaccin pour un virus qui ne tue plus. Il y a eu dans le passé des vaccinations obligatoires comme pour la variole, mais la variole tuait 30% des gens, 33% des gens. C'était un taux de mortalité considérable. Donc c'était peut-être justifié à ce moment-là. Moi, s'il y avait 30% de mortalité en population générale, y compris chez les jeunes, je serais peut-être le premier à dire qu'il faut un vaccin obligatoire, mais on n'est pas du tout dans ces conditions. Il y a de quoi écrire un deuxième livre alors? Oui, je vais m'y mettre là, parce que moi ça
Ça me rend fou de voir toute cette désinformation permanente. Désinformation. Oui, c'est la désinformation quand c'est pas cohérent avec la réalité scientifique, avec la vérité. Et Oui, vous êtes dans un hôpital où il y a certains de vos confrères dans le même hôpital qui tiennent le raisonnement inverse du vôtre. Oui, je sais, parce que ils ont été, c'est les jeunes, c'est pas les plus anciens, mais ils ont été sous pression majeure des ARS, infectiologues, même des jeunes infectiologues qui les ont appelés en disant mais t'es complètement fou. Si tu travailles avec Perron, c'est un charlatan, ta carrière est foutue. Ils ont eu peur et ils vont en parler. Mais bon, il y a des pressions énormes partout. Et moi, je résiste à la pression. Et je suis fier de dire aujourd'hui que j'ai toujours pas de conflit d'intérêt parce que j'aimerais que mes collègues qui passent à la télé tous les jours, en arrivant sur le plateau, disent voilà mes conflits d'intérêt. Ils le font jamais. C'est bizarre parce que normalement, c'était dans la charte de bonne conduite et d'éthique. Merci, professeur Perron. C'est une bonne proposition. On pourrait demander, en tant que journaliste, au professeur pour quel laboratoire il travaille. Les vérités du professeur Perron dans les GG. Merci, professeur. Bon retour à l'hôpital. On vous attend, j'en suis sûr.